Bien, Mesdames les Présidentes, mes chers collègues, je suis heureuse que nous puissions aujourd'hui vous présenter ce rapport sur la coopération structurée permanente. Je voudrais tout d'abord remercier Natalia. Ça a été un véritable plaisir de travailler avec elle sur ce sujet qu'elle connaît particulièrement bien. Merci également à Julien Barbeau qui nous a accompagnés donc pendant cette mission avec beaucoup de compétences et dans un contexte compliqué. Nous avons pu auditionner des experts, des industriels, des administrations et des institutions qui ont éclairé notre réflexion. Cette dernière se fonde aussi sur une littérature abondante, notamment autour des conclusions du Conseil européen du 20 novembre. Elles ont clôturé la revue stratégique menée au terme de la première phase de la CSP, qui s'est étalée de 2017 à 2020. Cela fait ainsi 3 ans que la CSP a été lancée. C'est un délai court, mais il est malgré tout possible de tirer un premier bilan de ses forces et de ses faiblesses. Je vais commencer par évoquer les points positifs de la CSP. Avant elle, la coopération en matière de défense reposait uniquement sur une base intergouvernementale. Elle impliquait presque toujours les mêmes pays, à savoir la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et le Royaume-Uni. La CSP constitue dès lors un véritable changement dans la coopération en matière de défense. Cette coopération se fait désormais dans un cadre européen plus large. Elle implique la quasi-totalité des États membres et parmi eux des pays qui s'en tenaient jusqu'à présent éloignés. Les administrations de la défense, tout comme des industriels, nous ont confirmé l'intérêt de ces coopérations pour notre pays. Les nouvelles habitudes prises de travailler ensemble constituent en effet un aspect très apprécié de la CSP. Le deuxième point positif est la portée des engagements sur lesquels la CSP repose. Il porte à la fois sur des programmes d'armement, la logistique, la formation. Il marque la volonté des États membres de renforcer ensemble leurs outils de défense, leurs bases industrielles et technologiques de défense et leurs capacités opérationnelles. Ces engagements ont une importance majeure, entre autres ceux concernant les dépenses en matière de défense. Les États membres se sont en effet engagés à augmenter régulièrement leur budget de défense et à en consacrer un certain pourcentage à l'investissement et à la recherche. Ces engagements ont été en grande partie tenus. Il faut s'en féliciter parce que c'est la condition essentielle de toute perspective de développement capacitaire. Un troisième aspect positif de la CSP réside dans les projets. Plusieurs d'entre eux portent l'ambition de combler certaines lacunes capacitaires graves de l'Union. C'est le cas en particulier de 4 d'entre eux. Le projet MAC-UE, qui a pour objectif de développer des chaînes d'approvisionnement complètes, donc ITAR-free. Le projet Twister, coordonné par la France pour contrer les menaces aériennes les plus complexes, notamment celles des missiles hypersoniques. Le projet BLOS, lui aussi, coordonné par la France, vise à doter l'Union européenne de sa propre capacité balistique anti-char. Enfin, le projet le plus ambitieux sur le plan capacitaire est peut-être l'Eurodrone MAL. Ce projet est coordonné par l'Allemagne. La France y participe. Il vise à combler l'une des principales lacunes de l'Union européenne en matière aérienne. L'ensemble de nos interlocuteurs français ont souligné l'importance de la CSP pour notre pays et l'attention qu'il lui porte. Certes, l'enthousiasme n'est pas aussi fort partout en Europe, mais pour autant, personne ne remet en cause le processus de la CSP. Chacun perçoit en effet l'intérêt de ce cadre unique pour faciliter la coopération, soutenir la BITDE et développer un esprit de défense entre les membres. Néanmoins, il est évident que la CSP présente aussi des faiblesses. Certaines pourront être corrigées avec le temps, tandis que d'autres semblent plus structurelles. Nous en avons identifié 5 que je vais rapidement vous présenter. La première de la CSP découle du nombre de participants. Elle compte 25 des 27 membres de l'Union européenne. Pourtant, selon le traité de Lisbonne, la CSP aurait dû être réservée aux États membres ayant des capacités militaires plus élevées et capables de remplir des missions plus exigeantes. La vision initiale de la CSP était donc exclusive. Mais le contexte du Brexit, qui a présidé à sa création, a conduit à faire d'autres choix pour renouveler le désir d'intégration européenne.
Ainsi, la vision allemande d'une CSP inclusive l'a emporté. Le nombre est une opportunité, mais aussi une contrainte, car il pèse sur les prises de décision ou sur la multiplication des projets. Elle complique également le suivi du respect des engagements et de l'avancement des projets. Conscient de cette difficulté, le Conseil du 20 novembre a d'ailleurs proposé l'instauration d'objectifs mesurables qui amèneraient plus de clarté. Toujours concernant ces engagements, la deuxième faiblesse de la CSP est qu'ils ne sont pas toujours respectés. Par exemple, au niveau des stratégies d'acquisition d'armement. Selon les engagements pris, elles doivent avoir un apport positif sur la base industrielle et technologique de la défense européenne. Le meilleur moyen pour cela serait d'acheter européen. Mais pour des raisons stratégiques, beaucoup d'États poursuivent des achats directs auprès de tiers, et notamment des États-Unis. C'est un défi pour notre industrie de défense. Même si nous avons vu ces dernières années un début de réorientation européenne des acquisitions, par exemple avec le partenariat CAMO entre la France et la Belgique pour des véhicules blindés, ou comme cela vient d'être confirmé et évoqué par Natalia, pour l'acquisition de Rafale par la Grèce. Cette réorientation doit évidemment être soutenue et amplifiée. Il est également important de rappeler que le non-respect de certains engagements est la conséquence de la nature de la CSP. Elle ne s'intègre pas dans le cadre juridique européen. La CSP reste un cadre politique dans lequel il n'y a ni juge ni sanction. Nous devons le garder à l'esprit. La troisième faiblesse de la CSP tient au fait que de nombreux projets ne sont pas encore concrétisés. Sur 47 projets intégrés à la CSP, un a été abandonné, 30 sont en phase d'idéation, 11 sont en phase d'incubation, 5 ont produit des résultats, dont 3 ont atteint une capacité opérationnelle initiale. Le bilan fait par la revue stratégique est très instructif. Sur les 46 projets encore actifs, au moins 9 n'auront sans doute jamais de résultats concrets. Selon le haut représentant de l'Union, 24 projets répondent directement aux objectifs de capacité à fort impact. 12 autres y contribuent indirectement. Dès lors, 10 projets ne contribuent pas à réduire les lacunes européennes en matière de défense. Cette situation était prévisible, l'unanimité étant exigée pour valider les projets. Il est nécessaire de prendre en compte les demandes de chacun pour s'assurer du soutien de tous. Les conclusions du 20 novembre semblent néanmoins marquer une prise de conscience. Elles appellent à un recentrage sur les projets ayant un impact à court terme, notamment pour combler les lacunes capacitaires. C'est bien évidemment une démarche que nous soutenons avec Natalia, et je sais qu'elle y reviendra dans un instant. La quatrième faiblesse de la CSP porte sur la question très délicate des pays tiers. Les débats sur ce sujet ont duré 3 ans. Un accord de compromis a enfin été trouvé le 5 novembre dernier. Les pays tiers peuvent participer au cas par cas à des projets CSP, mais 6 conditions doivent être respectées. Par exemple, ne pas conduire à une dépendance vis-à-vis de cet État ou à des restrictions des exportations. Il y a également un double verrou. La participation de l'État tiers doit être d'abord validée à l'unanimité des membres du projet. Elle doit ensuite être acceptée à l'unanimité du Conseil, qui conserve également une corde de rappel. Il peut suspendre à tout moment la participation d'un État tiers à un projet. Ce sujet des États tiers est central. Derrière cette question, c'est surtout celle de la participation des États-Unis qui se pose et des conséquences potentielles de l'application de la réglementation ITAR pour les futures exportations. Ce serait évidemment contradictoire avec la volonté d'autonomie stratégique qui fonde la CSP au moins dans les textes. Il faut donc faire preuve d'une grande vigilance. Les conditions d'exportation doivent être définies en amont des projets et à mon sens, certains projets essentiels qui pourront bénéficier du FEDEF doivent être fléchés comme étant exclusivement européens. La participation des États-Unis peut avoir un intérêt pour nos industriels et apporter une plus-value réelle à un projet. Mais cela ne peut se faire qu'au détriment de notre autonomie et de nos souverainetés. Enfin, la dernière faiblesse de la CSP tient à l'absence de cas précis quant aux objectifs qu'elle doit poursuivre. Après 3 mois de travaux, nous n'avons pas de réponse précise à cette question.
ou plutôt il y en avait une qui semblait s'imposer au début, mais elle semble aujourd'hui moins évidente. Car quand on parle de finalité de la CSP, nous pensons bien évidemment à l'autonomie stratégique. Et nous avons malheureusement vu que sa définition n'est pas partagée par tous. Le concept d'autonomie stratégique varie en effet d'un pays à l'autre. La France emporte traditionnellement une vision très ambitieuse. Nous la relions à l'objectif d'indépendance de l'Europe et de la défense. Mais en novembre dernier, le ministre, et vous l'avez rappelé, la ministre allemande de la Défense a eu un discours très différent. Pour l'Allemagne, l'autonomie stratégique, c'est la capacité de l'Europe à agir de façon autonome quand c'est notre intérêt, tout en continuant à faire reposer notre sécurité sur l'OTAN. Nous n'allons évidemment pas résoudre aujourd'hui ce débat qui est particulièrement important. Ce sera l'enjeu de la boussole stratégique qui se conclura lors de la présidence française de l'Union, début 2022. Je redonne donc la parole à Natalia, qui va vous en parler et vous présenter également les propositions de notre mission d'information.